Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, la Russie réaffirme son soutien militaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel. Au Zimbabwe, la prolongation de 2 ans du mandat du président Emerson suscite une vive controverse. Et puis, les États-Unis autorisent l'Ukraine à produire des intercepteurs patriotes sous licence américaine. Mesdames et messieurs, rebonsoir. La Russie maintient son appui militaire au pays de l'Alliance des États du Sahel. L'annonce a été faite mercredi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à l'occasion de la 2e session de consultation entre Moscou et les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette coopération vise à renforcer les capacités sécuritaires des 3 États confrontés à la menace terroriste. La Russie va poursuivre son soutien militaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est ce qu'a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de la 2e session de consultation entre la Russie et les chefs de la diplomatie des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel à Niamey. Nous espérons que la coopération entre la Russie et l'AES donnera un élan additionnel au renforcement de la souveraineté de nos États et l'élargissement de nos relations bilatérales et les relations sur format multilatéral. En octobre, à Moscou, se tiendra le 3e sommet Russie-Afrique et le président Poutine a souhaité du succès à notre rencontre et m'a donné des instructions de vous dire qu'il sera ravi de voir les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger à ce sommet. La Russie gagne donc du terrain dans ces pays, une percée favorisée par l'arrivée des militaires au pouvoir à Ouagadougou, à Niamey et à Bamako, à la suite des coups d'État. La présente session de consultation entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie renforce ainsi les relations déjà spéciales entre la Confédération et la Russie. Nous apprécions particulièrement le leadership de la Fédération de Russie et l'objectivité de votre analyse en ce qui concerne la situation en Afrique et plus spécifiquement la situation au Sahel. Signe de la solidité de l'axe Moscou-Pays du Sahel, la réunion de Niamey avait donc en toile de fond le renforcement de cette entente. En dépit d'un contexte international complexe et la volonté affirmée de certaines puissances étrangères déterminées à saper l'élan de souveraineté et d'indépendance des États de la Confédération du Sahel à travers des agressions terroristes sponsorisées, le terrorisme économique, financier et informationnel, l'AES avance. Au Zimbabwe, la promulgation des modifications constitutionnelles prolonge de 2 ans le mandat du président Emerson qui suscite de vives réactions. Si les partisans du pouvoir y voient une mesure de stabilité institutionnelle, plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile dénoncent une réforme qui remettait en cause les principes démocratiques. Plus de détails dans cet élément. La promulgation par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa de modifications constitutionnelles portant prolongation de son mandat de 2 ans est depuis mardi à la une des journaux du pays. Mais à Harare, la nouvelle disposition qui met par ailleurs fin à l'élection du président au suffrage universel direct divise. C'est désormais la loi et on ne peut plus rien y changer. Mais si on regarde autour de soi, les problèmes les plus importants et les plus fondamentaux ne sont pas pris en compte. Par exemple, le chômage est très élevé et il y a désormais beaucoup de vendeurs ambulants, des rabatteurs, voire des mendiants dans les rues. Et pourtant, alors que nous souffrons ainsi, ils parlent de prolonger le mandat à 7 ans. Ils adoptent cette loi uniquement pour servir leurs propres intérêts. Et nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette loi. La nouvelle loi ne nous pose aucun problème. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que les dirigeants actuels restent en place et que le président continue à gouverner. Les principales figures de l'opposition zimbabwéenne ont promis mercredi de contester, tant sur le plan national qu'international, le nouveau texte. Les zones d'ombre ne manquent pas, selon Dung Koltar,
avocat spécialiste dans les droits de l'homme. Ce projet de loi n'est plus un simple projet, il fait désormais partie de notre législation. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit légal ou qu'il ne puisse pas être contesté. Il peut être contesté et l'un des nombreux motifs de contestation est que la procédure d'amendement de la Constitution n'a pas été menée dans le respect de la loi. L'opposition zimbabwéenne dénonce une violation de la Constitution et a appelé la population à manifester alors que des avocats préparent un recours devant la justice. En Syrie, 2 explosions ont secoué la capitale, Damas, pendant la visite du président français Emmanuel Macron. Les attentes ont fait du blessé. Emmanuel Macron a condamné ces attaques et appelé à ne pas laisser ces attaques déstabiliser le pays, tout en insistant sur la nécessité d'une vigilance renforcée en matière de sécurité. Reportage à suivre. Dont la majorité font partie des forces de l'ordre qui étaient déployées dans la ville justement pour la visite présidentielle du président Macron. Moi-même j'étais à l'hôtel Four Seasons et après la délégation s'est dirigée vers le palais présidentiel, imperturbée j'ai envie de dire, mais c'était quand même loin du cortège présidentiel. Après ça prouve aussi, oui effectivement, qu'il y a un problème sécuritaire dans le pays, mais si on remet ça en perspective, ça veut dire quand on sait que la visite était annoncée depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, le fait qu'une opération plus élaborée, disons, ou plus compliquée n'a pas pu être montée dans la capitale syrienne prouve aussi que les moyens entre les mains de ces groupes ou de ces personnes qui veulent perturber la marche, en tout cas du nouveau pouvoir syrien, ne sont pas si importants que ça. Et ça, c'est un truc sur lequel le président Macron a insisté en disant que malgré les 2 attentats, que la visite continuerait et que le programme sera suivi. Et effectivement, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été très bien reçu par ailleurs par les Syriens lambda avec qui on a pu discuter, qui disaient qu'en fait, oui, effectivement, c'est assez courageux de maintenir la visite telle qu'elle était prévue et de surcroît qu'il y a encore quelques jours, il y a eu là un attentat dans un café, aussi à Damas, et là, il y a eu des morts. Wassim, quels ont justement été les accords passés entre Emmanuel Macron et le président syrien ? En fait, ils se sont, donc évidemment, il y a tout le protocole officiel, les délégations, les ministres, mais ils se sont quand même entretenus au moins 4 fois, longuement. Donc la première fois, c'était un dîner dès l'arrivée, et puis après, il y a une visite de la mosquée Omeyyade, et puis une visite du mont Kassioun, et à chaque fois, il y avait des discussions, des tête-à-tête, et puis évidemment des négociations bilatérales, et puis un déjeuner aujourd'hui, et effectivement, on a vu en tout cas à travers la conférence de presse qu'ils étaient d'accord sur pas mal de choses, et ils avaient discuté pas mal de choses. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment l'économie, où la France jouerait un rôle, parce que rappelons-le, il y a quand même des patrons assez importants, des patrons français comme Total, comme la CMA-CGM et comme d'autres entreprises importantes et qui veulent contribuer à la construction en Syrie ou à la reconstruction et surtout à des projets assez importants, hein, comme par exemple un projet de pipeline qui relierait le Golfe au port de Banias. Ça, par exemple, le patron de Total l'a dit. Il a dit que c'était un des premiers projets de Total au début du XXe siècle dans cette région et que rien n'empêchait, ce sont ses mots, de refaire ça 100 ans plus tard avec les nouvelles autorités syriennes. Donc il y a une note d'espoir, disons. Le président Macron a beaucoup parlé d'espoir, mais il a aussi parlé de sécurité et d'efforts antiterroristes. Il a même évoqué l'idée d'amener la contribution des forces spéciales françaises à un certain moment aux forces armées syriennes, ce qui n'est pas rien. Et évidemment, le président Macron a terminé la conférence de presse en rappelant la situation dans laquelle était la France à la sortie de la Deuxième Guerre et que tout était à reconstruire et que les Syriens aussi ont le droit d'espérer de pouvoir tout reconstruire. Donc une note positive. Après on verra évidemment, vous parlez d'Ankara tout à l'heure, les 2 présidents aussi vont se retrouver à Ankara, donc le président Char et le président.
La Russie suspend ses exploitations de diesel. Cette décision intervient alors que les frappes ukrainiennes visant les raffineries russes perturbent progressivement les capacités de production du pays. Cette suspension pourrait également avoir des répercussions sur le marché mondial de l'énergie en raison du poids de la Russie parmi les principaux exportateurs de produits pétroliers. En jaune, les attaques de ces derniers jours, la plus spectaculaire qui se trouve à l'est du pays, à Omsk, près de la frontière avec le Kazakhstan, c'est la plus grande raffinerie de Russie qui représente à elle seule autour de 22 millions de tonnes de capacité de raffinage par an. C'est la production là-bas qui a été interrompue. Dans la nuit de lundi à mardi, d'autres installations stratégiques ont été visées, notamment à Saratov, à Tanako également. Il est encore trop tôt pour connaître précisément l'ampleur des dégâts, mais ces attaques, eh bien, elles s'ajoutent à une longue série, au moins une dizaine qu'on voit en violet sur la carte, au moins une dizaine depuis début 2024. Selon l'état-major ukrainien, ces frappes perturbaient déjà près de la moitié des capacités de raffinage russes début juillet, donc avant la dernière série. Un chiffre que Moscou ne confirme pas, mais dont les effets sont déjà visibles en Russie, puisque 90% des régions russes connaissent aujourd'hui des rationnements ou des pénuries de carburant, avec des files d'attente qui s'allongent de plus en plus devant les stations-service, dont beaucoup sont touchés aussi par des pénuries, comme ici on le voit à Saint-Pétersbourg, à la fois pour l'essence et pour le diesel d'ailleurs. On va écouter les réactions de personnes qui faisaient la queue devant ces stations-service. Mon mari et moi avons fait le tour de peut-être 15 stations. Soit il n'y avait pas d'essence, soit les stations étaient fermées avec des pancartes accrochées partout. Nous n'avons pas pu trouver d'essence du tout pendant le week-end. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons enfin réussi à faire le plein dans la station. La seule que nous ayons pu trouver. Honnêtement, il y a environ une semaine, je faisais le plein et je ne crois pas qu'il y avait des files comme ça. Ou peut-être qu'il y en avait, mais il y avait clairement plus d'essence dans les stations Gazprom en général. Et là, je viens de tourner dans tout le quartier. Par ailleurs, les États-Unis vont autoriser l'Ukraine à fabriquer des intercepteurs Patriot sous licence américaine. L'annonce a été faite par le président Donald Trump. Cette mesure vise à renforcer les capacités de défense aérienne de Kiev face aux attaques russes et marque une nouvelle étape dans la coopération militaire entre les deux pays. Les États-Unis prévoient d'accorder à l'Ukraine une licence pour produire des missiles de défense aérienne Patriot, déclare Donald Trump. Le président américain a fait l'annonce lors du sommet de l'OTAN à Ankara alors qu'il était aux côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Kiev demande régulièrement ces missiles de défense aérienne à longue portée pour protéger ses villes et son réseau énergétique contre les frappes russes. We'll show them how to do it. It's very complex actually, but you'll figure out the complexity quickly. And we're talking about that, and the company that makes them, which is building now 4 plants, all of our companies will be able to do this in 2 to 3 months. If you order a Patriot, now you have to wait a long time. Selon Trump, laisser l'Ukraine produire ses missiles sous licence permettrait de faire taire les critiques selon lesquelles Washington ne fournit pas suffisamment de systèmes de défense aérienne haut de gamme. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. I'm sure they'll be thrilled. Les Patriots sont fabriqués aux États-Unis par Raytheon et Lockheed Martin, mais la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a épuisé près d'un tiers des stocks mondiaux de ces missiles intercepteurs. Une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Au Venezuela, le bilan du double séisme survenu le 24 juin continue de s'alourdir. Selon le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, le nombre de victimes est désormais de 3811 morts. Les opérations de secours et d'assistance aux populations sinistrées se poursuivent dans les zones les plus touchées. Reportage à suivre. Daniela Lopez est une miraculée. Le 24 juin, son mari et des voisins l'ont sortie des décombres, 3 heures après le double séisme qui a frappé le Venezuela. Ses 4 fils, eux, ont péri dans la catastrophe, tout comme sa sœur et sa mère. Comme des milliers de rescapés, elle doit apprendre à vivre avec ce fardeau.
C'est dur de tout perdre en quelques secondes. Non, en une seconde. Tout. Les perdre comme ça, si facilement, si vite, je ne sais pas. J'étais là moi aussi, je n'ai pas pu les aider. Je n'ai pas pu les sortir de là. Ce n'est pas facile. C'est dur. 2 semaines après le double séisme qui a coûté la vie à plus de 3500 Vénézuéliens, le pays est encore sous le choc. Les familles continuent de rechercher les corps de leurs proches. Quelques 18 000 personnes sont toujours sans abri. À la détresse matérielle s'ajoute le traumatisme de toute une population. Sur le terrain, des psychologues comme Alexander Apostol tentent de répondre à cette urgence invisible. Il y a tellement de choses. Ils ressentent des effets post-traumatiques, comme si tout continuait de trembler autour d'eux. Des troubles du sommeil, des difficultés à se reposer. Parfois, c'est un sentiment de culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres sont morts. Il y a beaucoup de chagrin. La recherche, l'identification et l'inhumation des corps des victimes prendra encore des semaines. La reconstruction des bâtiments détruits devrait durer des mois, voire des années. Celle des esprits, elle, ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun sur ESAE TV.